Question numéro 3. Comment protéger mon terrain d'école dehors si j'habite en zone rurale en période de chasse? À mes risques et périls, je vous en parle. Bienvenue sur ma petite forêt. Je ne vais absolument pas poser la question de la chasse en termes éthiques, philosophiques, bioéthiques et biologiques. Ce qui m'intéresse, c'est la question juridique, administrative et finalement la sécurité de votre terrain en zone rurale quand vous recevez des enfants pour des activités ludiques ou éducatives. Alors, il faut savoir qu'il y a un très large flou juridique sur la question de la chasse, mais dans les faits, et je me suis attelée au décryptage des lois, dans les faits et jusqu'à aujourd'hui, grosso modo, il y a très peu d'endroits où les chasseurs n'ont pas le droit de chasser ou bien de passer, y compris chez vous. Pourtant, l'article L422.1 du Code de l'environnement le dit très clairement, nul n'a la faculté de chasser sur la propriété d'autrui sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants droit. Ça, c'est la théorie. Sur la pratique, il y a simplement deux types de lieux qui sont interdits à la chasse. C'est les chemins ouverts à la circulation publique et votre propriété privée dès lors que vous en faites la demande. Donc, par défaut, les chasseurs peuvent venir chasser chez vous. Comment faire pour permettre à votre terrain de se situer en dehors d'une zone de chasse? Il y a deux cas à cette règle-là. Le premier cas, votre département est peut-être soumis à la loi Verdeil. Est-ce que vous habitez dans l'un de ces départements qui s'affichent? Dans ce premier cas, votre terrain fait partie du territoire d'une association communale de chasse agréée qui régit donc toute la zone de chasse. Les chasseurs n'ont autorisation de chasser sur votre propriété privée qu'au-delà de 150 mètres de distance de votre habitation. Ça veut dire qu'au-delà de 150 mètres, même si c'est votre terrain privé, les chasseurs peuvent y venir y chasser. Que faire dans cette situation? Vous pouvez demander le retrait de votre terrain du territoire de la CCA, de l'ACA. Et vous pouvez le faire via la procédure que j'indique si vous suivez le lien situé en dessous de la vidéo. Cas numéro 2. Votre département ne se trouve pas dans la liste que j'ai montrée précédemment. Dans ce cas-là, c'est l'article qu'on a cité qui s'applique. Ça veut dire que les chasseurs n'ont pas le droit de venir chasser sur votre territoire. Sauf qu'il existe tout un tas de jurisprudences qui font en sorte que si le propriétaire ne le dit pas, par défaut, le chasseur peut venir chasser sur le territoire qui vous appartient. Donc, de toute façon, ce qu'il vaut mieux faire dans ce deuxième cas, c'est signifier expressément votre interdiction de chasse auprès de l'association de chasse sur votre commune, qui remplace en fait la CCA, et afficher un panneau « chasse interdite » sur le terrain. Le mieux, quelle que soit votre situation, c'est vraiment ce que je vous recommande, c'est de faire passer votre territoire sous le sigle A en tant que refuge ASPAS, Association pour la protection des animaux sauvages. J'en donne aussi le lien dans l'article que vous trouverez sur ma petite forêt. Ceci étant dit, on va quand même chasser chez vous, s'il le faut, si besoin, pour les situations suivantes. Le droit de suite suppose qu'un animal blessé par un chasseur appartient au chasseur. Donc si cet animal vient trouver refuge chez vous, le chasseur aura le droit de venir l'y abattre. Et d'ailleurs, si vous vous y opposez, vous aurez le droit, vous êtes passible de 1 500 € d'amende pour acte d'obstruction concerté. Ensuite, il y a le droit de passage. Le droit de passage qu'il faut distinguer du droit de chasse est, comme son nom l'indique, le droit que tout chasseur a de traverser un territoire interdit à la chasse en tenant ses chiens près de lui et en faisant attention de ne pas dégrader les cultures s'il y a.
Quelles mesures de sécurité devez-vous prendre pour accueillir les enfants sereinement et en toute sécurité au sein de votre espace école-forêt? J'ai envie de vous souhaiter bonne chance et je suis heureuse de vous avoir connu. Non, plus sérieusement, une chose qu'il faut que vous sachiez, c'est le fait que depuis 2003, grâce à Madame Bachelot, d'ailleurs Roselyne Bachelot, la journée sans chasse de la semaine, qui était le mercredi, a été supprimée. Donc, contrairement à ce qu'on pense, la chasse dure presque toute l'année, en tout cas presque toute l'année scolaire. Au-delà de la période, la fameuse période d'ouverture de la chasse de septembre à février, en fait, il y a tellement de rallonges et tellement d'exceptions à la règle que vous pouvez entendre tirer près de votre terrain, même le long de votre terrain, presque toute l'année. Ce qu'il faut que vous sachiez également, c'est qu'une balle perdue a une portée de 3 km. Quand vous entendez tirer, potentiellement, il y a des balles perdues qui peuvent vous atteindre, vous et les enfants. Donc moi, ce que je fais dans ces cas-là, quand les chasseurs sont trop loin pour que je puisse aller m'adresser à eux, et surtout si je suis coincée à l'école avec les enfants, ce que je fais, c'est que j'essaye de m'éloigner au maximum de la direction d'où j'entends tirer. Sachant que normalement, la loi prévoit qu'on ne tire pas vers les habitations. Mais entre 150 mètres, qui est l'endroit où on ne peut plus tirer, et 3 km, il y a une distance à parcourir et la balle perdue la parcourt extrêmement bien. Donc voilà, j'essaye de m'éloigner au maximum dans ces situations. Mais ça suppose que vous ayez une surface à votre disposition qui soit, en termes de kilomètres carrés, qui soit quand même large, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Donc si vous n'êtes pas sur votre terrain mais que vous êtes en promenade, par exemple, il vaut mieux carrément vous abstenir de marcher dans la direction d'où vous entendez tirer, bien évidemment. Autre configuration, celle de la rencontre avec un panneau chasse en cours sur un chemin public. On l'a vu tout à l'heure, c'est des endroits qui sont interdits à la chasse, sauf qu'ils sont régulièrement barrés pour raison de chasse, chasse en cours, pour votre sécurité, ne passez pas, etc. Là, c'est très frustrant parce que vous aviez prévu, par exemple, d'aller vous promener. Vous avez l'occasion, puisque toutes les journées de chasse et les battues qui sont organisées sont normalement affichées en mairie, vous avez l'occasion, si vous prévoyez une sortie en forêt, de vous rapprocher de la mairie et de vérifier que ça ne l'arrive pas. Si jamais ça devait vous arriver, malheureusement, il est évidemment préférable de faire demi-tour. Par ailleurs, et c'est le dernier point, faites attention aux pièges, puisque les zones de piégeage qui normalement doivent être indiquées avec des panneaux bien spécifiques, le sont pas forcément, ou sont tombés, ou ont été dégradés, ou la nature a poussé dedans, donc on ne le voit pas forcément. Il faut savoir que ces pièges sont en très grande majorité tuants. Immédiatement, c'est-à-dire que si le chien qui vous accompagne ne voit pas, il peut être pris dans un piège et être tué immédiatement. Sinon, vous pouvez être blessé, vous et les enfants. Donc faites attention, restez bien sur les chemins communaux dans ces cas-là et n'entrez pas dans des propriétés privées où le piégeage est bien entendu autorisé. Donc quelques conseils, quand vous vous promenez quand même en période de chasse, que ce soit sur votre terrain ou en dehors, faites du bruit. Portez des couleurs voyantes, faites très attention aux animaux qui pourraient vous accompagner, un chien, ou si vous promenez vous sortez avec un cheval, etc. Restez bien sur les sentiers et choisissez vos jours de randonnée, vos jours et vos horaires de randonnée. Par exemple, évitez le matin tôt ou à la tombée de la nuit, ou les jours de pluie qui sont les jours favoris des chasseurs. Prudence et visibilité me semblent être les deux maîtres mots dans la configuration que nous subissons pour certains en zone rurale en période de chasse. N'oubliez pas d'être prudent et sortez couvert de votre gilet jaune. À bientôt!